Bonjour. Ça marche ou pas? Ouais. On va commencer un petit peu en avance parce qu'on m'a dit de commencer à 27. Donc je m'appelle François. Je dirige un studio de web design qui s'appelle Stuo. Et donc ça fait 4 ans et donc depuis, ça fait 10 ans que je suis web designer. Et donc voilà, là je voulais plutôt parler en fait du métier qui est en train d'évoluer par rapport à plein de phénomènes. Plutôt que parler du web design en lui-même, il y a des choses très bien comme le blog du web design pour s'enseigner là-dessus. Donc j'ai fait une presse qui est un peu marrante sur un sujet qui n'est pas très drôle. Voilà, j'espère que ça va aller. Donc ça c'est ce que je viens de dire. C'était mon petit préambule. Et donc pour commencer, je voulais faire un petit troll. Pour moi, en fait, le web design est, en tout cas comme on le connaît, comme on le connaissait il y a 5 ans, ou même il y a 3 ans, est mort, enfin, il n'est pas mort, mais en tout cas, il est plus sous sa forme qu'on pouvait connaître, et surtout, il évolue. Alors, à la manière de Ghostbusters, en fait, on a croisé les effluves avec un mix des genres. En fait, maintenant, on a le web design, l'UI design, donc l'ergonomie, le motion design, le mobile design et l'app design. La grosse particularité qu'on a maintenant par rapport à avant, c'est quelqu'un est capable de faire tout ça en même temps. Bien ou mal, mais maintenant, en fait, les outils sont démocratisés, les technologies ont vachement évolué. Le HTML natif a beaucoup évolué et permet en fait de monter rapidement en compétences sur des technos, pour ne pas monter justement en compétences sur des technos comme Flash qui nécessitaient vraiment une compétence métier. Là maintenant on a une évolution logique pour se faire plaisir et pour proposer des choses tout aussi innovantes mais plus simplement. Donc je voulais passer en revue en fait avec vous ces différents aspects et voir les opportunités que aujourd'hui un web designer peut avoir pour travailler, alors soit en freelance, soit en agence, soit en studio, mais voilà. Donc, le web design, en fait, maintenant, je vais parler du web design dans le sens vraiment, plus design d'interface. On voit et on constate réellement qu'aujourd'hui, le web design, c'est très pris au sérieux. Alors qu'avant, c'était un peu le truc qu'on confiait au petit cousin, parce qu'il y avait Photoshop. Aujourd'hui, on voit même, on parle de Google qui a toujours eu, le design à la Google. Mais si vous remarquez, depuis quelques temps, ils font des efforts, même beaucoup d'efforts, et les interfaces de Google sont de plus en plus léchées, et finalement, ça leur sert. Alors qu'on pourrait se dire qu'un Google est inatteignable et n'a peur de rien, ils font ces efforts-là, et ils essaient de se démarquer. Après, je vais rentrer plus en détail sur les mobile design et tout, mais là, on voit aux États-Unis vraiment, ou même en France, des boîtes, des startups qui se distinguent purement par leur design. Par exemple, on a l'équivalent de Pass, qui est une application iPhone, par exemple, qui ne sert à rien, qui sert vraiment à rien, qui est un réseau social parmi tant d'autres, mais qui a juste une interface canon. Et donc aujourd'hui, être web designer, c'est avoir un rôle capital dans une société, et c'est cool. Voilà. Parce qu'avant, on était un peu pris pour des blaireaux. Les technos donc, évoluent, c'est-à-dire que maintenant, en fait, on peut quand même faire des choses de plus en plus sympas qu'on pouvait faire avant en Flash. Je vais parler un peu de Flash tout à l'heure. Mais vraiment, voilà, on peut commencer à se faire plaisir. Les IE descendent un peu, enfin les vieux IE. Les nouveaux IE sont plutôt bien. Je dis ça, c'est pas parce que c'est des clients, mais ça évolue dans le bon sens. Tous les nouveaux navigateurs, donc avec le CSS3, on peut vraiment en fait commencer à faire des choses vraiment sympas, rapidement, et donc laisser un peu de côté la partie technique et le dire est-ce qu'on pourra le faire, et juste se concentrer sur le design et de faire des choses sympas, et oui, on pourra le faire. Et après,
On a aussi, donc, grâce forcément à Internet et à tout ça, chose où il y a 10 ans, on avait, enfin même il y a 15 ans, on ne pouvait pas apprendre. Il y a 10 ans, on apprenait dans des écoles un peu bizarres et obscures. Aujourd'hui, voilà, on a plein de communautés, on a plein de services. On peut récupérer facilement des sources PSD, de gros cadors du web design, ce qui permet d'apprendre, de voir leurs techniques. Il y a des blogs spécialisés, donc là je fais référence à tuto, où c'est une mine d'or en fait pour apprendre à faire quelque chose. Il y a Dribble qui est une très bonne communauté avec vraiment des gens très talentueux qui mettent à disposition leurs idées, vous pouvez échanger avec eux, ainsi de suite. Donc voilà, donc, grosso modo, être web designer aujourd'hui c'est plutôt cool, mais je pense que ça suffit pas en fait. Il y a beaucoup de choses à assimiler, c'est-à-dire que les tendances évoluent, c'est-à-dire que ce qui est, par exemple, tendance aujourd'hui, l'était pas il y a 2 ans. Ce qui était tendance, donc il y a 2 ans, je vous rappelle, c'était les glossy à la Apple. On faisait toujours des dégradés en 2 temps, compagnie et tout. Maintenant, c'est ringard, plus personne en veut, trouve ça cheap. Maintenant, on commence à partir sur de la texture, des aplats, retrouver des couleurs, jouer sur la typographie. Donc ça veut dire que finalement, on ne peut pas se permettre d'avoir un style et le garder toute sa vie. C'est-à-dire qu'il faut avoir un style, garder 1 an, et vite rebondir. Sinon, on est vite mis de côté. Et la barre est haute, c'est que le niveau attendu par les clients, donc sur le marché, est assez haute. C'est-à-dire qu'il faut globalement bien se démerder pour conquérir ses clients. Et justement, comme je disais un peu tout à l'heure, pas se reposer sur ses lauriers. Donc il faut toujours voilà, assimiler de nouvelles compétences, de nouvelles techniques, et surtout rester à la page sur les tendances. Et donc ce que je disais aussi, c'est que juste faire du web design ne suffit pas, parce que voilà, vous rentrez dans une boîte, vous passez un entretien d'embauche, on va vous dire bonjour, alors on voudrait vous occuper du site. Avant, on vous demandait de faire les plaquettes, les stickers pour les chiottes, enfin, on vous demandait tout et n'importe quoi. Maintenant, en fait, on va vous demander de faire l'application iPhone, de réfléchir à telle chose, de créer des identités visuelles, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas juste être web designer. Je pense que c'est une force d'être plus que ça. Et avoir un bagage technique est important. Avant, en fait, on faisait du print et du web. Et on le faisait un peu mal. C'est-à-dire qu'avant, on faisait mal du web, on faisait bien du print. Les gens qui faisaient du print font mal du web, les gens qui font du web font mal du print. C'est devenu 2 métiers séparés, ce qui est voilà, une évolution logique des choses. Aujourd'hui, en fait, si on veut vraiment pouvoir proposer des productions graphiques pertinentes, on doit être capable en fait d'appréhender l'aspect technique que représente un site, pour éviter de se retrouver avec des créas en diagonale ou des choses organiques qui se déforment. Voilà, c'est de plus en plus faisable sur Chrome 25. Mais voilà, il faut être un peu patient et il vaut mieux maîtriser le sujet dont on parle pour éviter d'avoir des petits soucis d'interaction avec ses collègues. Et en fait, donc ça c'est une petite référence à une série, enfin il y a un roman que vous connaissez. En fait là, donc je fais une petite aparté sur Flash, donc je ne sais pas s'il y en a qui faisaient du Flash ou qui appréciaient ça. Donc voilà, donc ça va blesser personne ce que je dis. Enfin moi, Flash j'en ai fait pendant 8 ans, donc je suis un peu dégoûté. Parce que donc Flash est mort, en tout cas comme on le connaissait. Donc c'est pas un troll pour le coup. Moi, dans tous mes cahiers des charges que je reçois, toutes les demandes clients qui viennent de start-up ou de grands comptes, Flash est à proscrire. Voilà, point barre. Faut pas qu'il y ait de Flash. Même sur YouTube, utiliser le player HTML5. Enfin voilà. Donc ça c'est réglé. Des gros studios Flash qu'on connaît bien passent au HTML. Beaucoup de grosses agences, les designers Flash, les DA Flash, passent au HTML. Flash maintenant retourne en fait à la partie applicatif. Il y a encore des choses formidables.
moi j'ai vraiment adoré ce soft, mais voilà, il y a même Sylvain ici, qui était un pro flasher qui maintenant fait des conférences en HTML5. C'est pour vous dire la débandade. Mais non, voilà. Donc, et en fait, ce qui est compliqué, c'est que par rapport au Flash, au designer Flash, donc là, bon, c'est un peu hors sujet parce que personne ne l'est, c'est que voilà, ce qu'on peut faire en HTML aujourd'hui, c'est ce qu'on pouvait faire en Flash il y a 5 ans ou 10 ans. Voilà, c'est quand on fait « Ouh, ça bouge, oh là là, le logo, il a bougé sur lui-même ». Donc ça, on peut le faire depuis des années en Flash. En Flash, on peut faire énormément de choses. C'était vraiment un outil de rendu graphique très poussé. Et on est encore loin, en HTML5, de pouvoir faire la même chose. Donc les DA Flasher arrivent avec des idées un peu farfelues, avant qu'on pouvait faire super facilement en Flash, faire des vidéos qui se superposent, machin, avec du cut, des masques dans tous les sens, enfin bref. Et là, on récupère les créables et on dit, ben non, c'est pas possible à faire. Donc voilà, donc c'est important, tout comme tout à l'heure je disais, en fait, de garder ce bagage technique et cette appréhension de la technique. Ça sert beaucoup. Donc là, j'ai parlé finalement du web design, donc vraiment du métier donc, de designer une interface web dans un point de vue graphique. Maintenant, il y a moyen de faire autre chose. C'est-à-dire que si vous êtes freelance, vous pouvez monter en compétence sur d'autres points pour gagner plus d'argent. Il faut être racoleur un peu. L'ergonomie. Donc l'ergonomie, c'est le business. Donc un peu comme aujourd'hui le design est important pour faire un grand site. Après on va me dire oui mais Le Coin ils font des millions. Le Bon Coin. Ouais bon ok Le Bon Coin ils font des millions. C'est pas tant mieux pour eux quoi. Mais d'un côté c'est en termes d'interface, en termes de produit, c'est pas justifié. C'est un coût. Ils étaient là au bon moment, ils ont une très bonne com, ils ont utilisé des leviers marketing très forts, mais c'est pas grâce à leur site qui sont fait remarquer. Pour l'ergonomie, en fait, on a un peu ce phénomène, c'est-à-dire qu'un site qui est bien fait, qui est bien gaulé, va séduire. C'est un phénomène naturel d'ailleurs. Mais en fait, il va séduire et surtout, en fait, on a une vraie prise de conscience des éditeurs de sites que si le bouton est bien calé et augmente mes ventes de 3%, c'est mon chiffre d'affaires qui augmente. Donc finalement, avoir un site e-commerce ou un site transactionnel mal fait, c'est une perte sèche de chiffre d'affaires. Donc de l'investissement se fait sur l'ergonomie et les éditeurs cherchent des compétences en ergonomie. Après, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, voilà, ça ne tient qu'à moi, un designer qui fait de l'ergonomie est plus fort qu'un ergonome. Alors là, je ne sais pas si je vais me faire troller. Non, c'est vrai. Ouais, merci. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas décorréler, à mon avis, l'ergonomie du design. Je passe à mon point, parce que c'est un peu le... Voilà. C'est juste, voilà. Il fallait que je le place. Donc, affordance. Donc, l'affordance, c'est la capacité qu'a un élément à véhiculer l'usage qu'il a. Donc, un bouton, pour qu'il soit cliquable, il faut bien le faire comprendre. Donc, si vous faites un texte fond blanc, ce sera moins affordant qu'un texte avec un encart orange. Et donc, voilà. Donc, l'ergonomie des rapports ergonomiques purs ne peuvent pas forcément suffire. Il faut aussi les coupler avec du design, avec des codes couleurs, avec des zones chaudes, des zones froides, enfin voilà. Donc c'est un tout et c'est une vraie force pour vous si vous maîtrisez ça. C'est pas forcément facile, c'est pas forcément marrant l'ergonomie, faut que ça plaise en fait. C'est une gymnastique, c'est une mécanique, mais voilà, c'est plus sympa de faire une créa sous Photoshop à la one again, c'est clair. Mais voilà, après c'est plus satisfaisant d'avoir un site qui est joli et qui est utilisable et surtout où le client vous rappelle en disant voilà, on a augmenté notre transfo, on a augmenté le nombre de... Voilà, on a augmenté notre chiffre d'affaires, donc techniquement il a gagné plus d'argent, donc il pourra revenir vers vous en redépenser. Il faut être racoleur. Et pareil, en ergonomie, là le nerf de la guerre, c'est à la fois être conventionnel pour être facilement utilisé. Par exemple,
En ergonomie, on utilise donc les conventions. C'est par exemple aujourd'hui ce que fait par exemple Facebook. Facebook est un site assez utilisé par près d'1 milliard de personnes, ce qui fait beaucoup de monde. Donc on peut se dire qu'une fonctionnalité qui est beaucoup utilisée sur Facebook, son mécanisme sera assimilé par les utilisateurs, c'est-à-dire par vos utilisateurs. Par exemple, si on parle de la petite lightbox d'alerte, par exemple sur Facebook, vous avez le petit point rouge avec marqué 2, vous cliquez, vous avez machine vient de vous poker. Voilà. Ça, on le voit apparaître sur plein de sites. Pas parce que ce sont des copieurs, c'est juste parce que ce sont des gens qui ont besoin de faire des notifications, des alertes sur leur site et utilisent une convention qui a été mise en place en fait par Facebook. Après, il y a plein d'autres exemples et qui vont le réutiliser. Après, pour se faire remarquer, ça va être d'être innovant. Et c'est qu'il ne faut pas être innovant à l'encontre de l'usage. Donc c'est vrai que c'est un peu relou. C'est qu'on se dit, voilà, je veux faire une interface innovante, je ne veux pas faire comme Google, par exemple, mais d'un côté, Google, son truc là, il n'y a pas mieux. Enfin voilà, objectivement, donc vous n'allez pas non plus faire des erreurs juste pour être innovant. Donc c'est là où le métier devient un petit peu plus sérieux et que, voilà, c'est pas un sujet à prendre à la légère, et en tout cas, c'est un métier compétent, de compétences. Je vais un peu vite. C'est pas grave. Il y a le motion design. Donc le motion design, c'était quelque chose qui était plutôt, enfin même quasiment que dédié aux flashers, parce que c'était là-dessus qu'on pouvait faire des animations. Mais aujourd'hui, en fait, ça c'est parce que j'ai un de mes DA qui fait comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il explique aux intégrateurs, il prend ce Photoshop, il bouge avec l'outil transform, il fait voilà, on va faire comme ça et tout. Donc c'est bon, c'était une petite blague. Et en fait, un design maintenant, il se passe en 4 dimensions. Alors j'ai pas forcément compté, mais je trouvais ça joli à dire. C'est qu'en gros, on a en fait une navigation en profondeur page par page, et après en fait on va devoir penser la profondeur en fait dans la page. Par exemple le fameux slider de la homepage. Voilà, tout le monde a un slider sur la homepage, tout le monde essaie d'avoir le slider le plus sympa sur sa homepage. Tant mieux, c'est cool, c'est vrai qu'il y a vraiment des trucs super sympas. Mais d'un côté, en fait, le client, il va demander et l'éditeur va chercher à avoir le slider le plus sympa. Donc il faut être capable de lui designer et en plus capable de l'animer en fait, de faire en fait de scénariser, de faire la scénographie en fait de slider. Et donc ça c'est donc je passe directement là. Donc ça c'était le point fort des flashers, parce que ça en fait faire une expérience flash depuis 10 ans, c'est la pensée animée, la pensée interactive, souvent à l'encontre de l'ergonomie d'ailleurs, mais en tout cas que ça patate bien. En web, comme on faisait du web il y a 5 ans, même il y a 2 ans, si on prend lemonde.fr, l'ancienne version, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on va rajouter de l'interaction à l'intérieur des pages. Alors comment ça va bouger, comment on va permettre de rajouter l'élément, le slider de home, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va être l'effet sympa pour bouger. Donc ça, en fait, maintenant on le fait ça en JavaScript et en CSS3, mais plutôt en JavaScript. Et ça, il faut être capable de le comprendre, de se comprendre ce qu'on peut faire, justement. Ce qu'on peut faire en JavaScript, ce qu'on peut faire sur les différents navigateurs. Donc ça, pareil, il y a une compétence à gagner, mais il y a aussi voilà, un bagage à avoir et à comprendre pour faire des motions sympas. Après, c'est pas forcément très compliqué. Mais on ne peut pas aller aussi loin que dans Flash. On a des problèmes de scale d'image, par exemple. On n'a pas réellement d'aliasing globalisé. Donc, si vous voulez, voilà, vous pouvez faire des animations, mais ça va être cadré. Je ne vais pas dire bridé, mais ça va être cadré en fait par des choses. Alors, le mobile. J'ai appelé ça la corne d'abondance parce que grosso modo, si vous ne percez pas dans le web design aujourd'hui, partez sur le mobile. Parce que ça crèvera pas. Normalement. Voilà. Parce que comme a dit Lapiti, je n'ai pas trouvé la source de ce truc.
Non mais voilà, donc tout le monde dit et tout le monde prédit que l'avenir sera sur le mobile, que dans 5 ans, X% du marché sera sur mobile, que le web va mourir, ainsi de suite. C'est potentiellement vrai, pourquoi pas. Il faut bien que les choses évoluent, c'est comme les dinosaures. L'intérêt du mobile, en fait, c'est que c'est vraiment un marché en croissance. C'est tout projet digitaux ou digital. Non, j'aurais pu le mettre au pluriel. Ouais, tout projet digital, on va dire. Aujourd'hui, s'accompagne d'une version mobile. Et surtout, ça a des avantages, en fait. Donc, le plus rapide, le plus facile, le plus séduisant. Ça, c'est vraiment Yoda qui l'a dit. Mais en parlant du côté obscur de la force, donc c'est pas trop, ça connote un peu le mobile. Donc c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Mais non, mais c'est ça en fait, c'est que le mobile, personnellement, je trouve ça plus facile à faire que du web design. C'est d'autres choses, c'est d'autres conventions, c'est une ergonomie à comprendre, c'est des conventions à reprendre, un design à appréhender. Enfin, après, il y a des choses qui sont un peu difficiles, un peu compliquées, c'est qu'on va le travailler sur un écran d'ordi. Par exemple, si on prend une interface iPhone, donc elle va être en Retina, donc on va avoir un écran assez grand. Et en fait, on va devoir faire des call to action assez massifs pour, par exemple, ce qu'aurait été un site web. Donc il y a une espèce de jeu d'esprit à avoir entre dire, voilà, il faut se projeter sur le mobile avec une espèce de grosse palette comme ça en face de soi, mais à la fin, il faut que ce soit tout petit, quoi. Donc ça limite le côté au niveau de l'outil qui n'est pas forcément séduisant. Mais le mobile, pour moi, c'est ça. En termes de métier, c'est que là j'ai mis la home de donc, lemonde.fr. Donc on peut voir, enfin là on peut pas trop voir en fait, mon screenshot est un peu pourri. Mais ce que je veux dire c'est que vous voyez, il y a des centaines de liens, des infos mises en avant, différemment suivant la une. Là, par exemple, on a le slider de la home, parfois c'est un slider, parfois c'est juste une grande image. On a le logo, les drop-down, je vous les passe avec toutes les catégories. Il y a un habillage, donc il faut prévoir le site avec ou sans habillage de pub, qui soit ambivalent, ainsi de suite. Des remontées d'informations, enfin bref, voilà. Donc ça, c'est la home de lemonde.fr. Et à côté, vous avez la home de l'application de lemonde.fr. Est-ce que quelqu'un l'a faite ici? Non. Bon, elle est moche. On est d'accord, hein, c'est un peu dommage que lemonde.fr ait un site, une nouvelle version si jolie. Moi, je la trouve très sympa, la nouvelle version. Et par contre, l'appli iPhone est pas top. Mais voilà, en fait, c'est-à-dire que vous, en temps de travail, vous avez ça à faire pour la home. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un style de type de poste, donc une, un listing qui reprend grosso modo la une, le logo, hop, et 5 boutons en bas. Voilà. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est plus rapide de bosser sur mobile que sur web. Parce qu'on va proposer une expérience qui est simplifiée. Et donc pour moi, après le cas de la page article, c'est pareil. Donc là, on a une page article avec tout ce que ça comporte, et à côté, on a une photo, du texte enchaîné, peut-être un ou deux boutons de partage en bas, et c'est fini, quoi. Donc nous, quand on bosse sur, enfin moi, quand je bosse sur mobile, je trouve qu'on est, c'est plus simple, c'est plus bridé, parce que forcément, on a un format un peu étriqué. Mais on peut aller plus facilement à l'essentiel, parce que si c'est ce que va chercher l'éditeur, on est obligé d'aller à l'essentiel. On peut faire des créas graphiques sympas, voire très sympas en fait. C'est-à-dire se concentrer, passer du temps sur le design, sur le souci, sur les pictos, plutôt que passer le temps sur comment je vais mettre en avant les tweets sponsorisés sur la page d'accueil dans le footer qui fait 300 pixels, enfin 3000 pixels de hauteur. Donc voilà, ça c'est un des avantages que je trouve au mobile. Et surtout, encore une fois, c'est un marché qui ne peut pas tarir avant des années, quoi. Il y aura le temps d'avoir 3 crises économiques
pour nous faire changer de métier. Donc voilà. Oui. Et si l'autre point, c'était donc web mobile ou design d'application mobile. Donc aujourd'hui, en fait, on a les versions web mobile des sites. C'est quelque chose qui est finalement peu fait, en tout cas en France. Les éditeurs vont plutôt privilégier d'avoir des apps natives, donc Android et iOS. Windows Phone commençant à arriver doucement. Mais par contre, les versions mobiles, si vous allez sur la plupart des médias français, en fait, ils n'ont pas de version mobile. Ils vous proposent en fait de télécharger l'application native pour continuer l'expérience. Après, on peut se servir de la partie en fait iPhone, de ce que vous apprenez à faire sur du natif pour la version web mobile. Donc là, c'est pareil, vous pouvez monter en compétence sur les deux assez naturellement et assez simplement. Il y a des outils très bien, notamment des PSD proposés par TNLax, qui est un studio américain, où ils ont photoshopé en fait toutes les interfaces iOS, Retina ou non, et iPad. On peut récupérer, en fait, comme ça, on a vraiment les rapports de taille de ce que Apple a défini comme une taille conventionnelle pour un bouton. Vous pouvez le reprendre, en fait, sur votre design. Ça permet d'être sûr de garder des tailles de texte qui sont conformes en fait aux conventions Apple qui sont un peu des fachos à ce niveau-là. Donc on peut se dire que ça marche. Le design d'application. Donc ça c'est un truc qui était vraiment mis de côté depuis toujours. C'est-à-dire que est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé comment on avait designé, je sais pas, iTunes, par exemple? Enfin, moi, c'est pas du tout un sujet qui m'intéressait ou qui venait même sur la table, quoi. C'est-à-dire qu'un logiciel Mac ou PC, en fait, c'était, même si on le trouvait joli, il n'y avait jamais cette notion de, voilà, est-ce que je peux le faire? Est-ce que moi aussi je peux le faire? Est-ce que je peux y aller? Ainsi de suite. Aujourd'hui, en fait, on a vraiment le phénomène des apps qui se bouleverse avec les différents stores qui sortent. Donc on parlait du mobile, il y a aussi l'iPad. Au niveau tablette, il y a là ce qu'on a sur macOS ou sur Windows 8 maintenant, donc qui sortent en fait des apps qui sont accessibles à la fois en développement et à la fois en design. Enfin, macOS depuis assez longtemps, qui a des guidelines très cadrés, mais qui permettent de faire assez rapidement des choses sympas. Au niveau du code, c'est encore un peu obscur, mais voilà, au niveau du design, maintenant, c'est pareil. Avec le bagage qu'on a sur la partie web design, c'est-à-dire que vous faites du web design, vous pouvez partir assez sereinement pour faire de l'app design, ou faire tout. Hein. De toute façon, le but, c'est justement de se dire, voilà, on capitalise sur une compétence depuis quelques temps, et maintenant, on peut justement la faire un peu exploser. Ce que je viens de dire, ouais, donc le prolongement logique des connaissances. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est que par exemple là, on a des interfaces web qui s'inspirent par exemple d'un style macOS en termes de design. Donc il y a eu beaucoup cette tendance en fait de petits dégradés et compagnie qui vraiment venaient du design Apple pour le web. Donc techniquement, en fait, on a apporté en fait au web design, dans une tendance web design, en fait, ce qui était de l'app design. Et naturellement, aujourd'hui, on pourrait très bien faire l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'on peut vraiment penser et prendre les tendances du web pour faire des applications. Il n'y a plus tant de code comme ça, et en tout cas, c'est nous qui les définissons, et voilà. Donc là, ouais, Windows 8 et macOS, bon, à la fois ont des guidelines assez fortes. Est-ce qu'il reste de la place donc, pour la créativité? Ça, c'est une grande question. Moi, j'ai envie de dire oui, parce qu'en fait, des règles permettent justement de jouer avec. Quand il n'y a pas de règles, c'est là où on peut perdre justement, soit ergonomiquement, ou soit même au niveau de l'interface, ou au niveau du design de l'interface, les gens. Je pense que avoir des guidelines, c'est important pour savoir où est-ce qu'on va et pour être homogène sur un marché. Oui.
Attends, il y a un talkie-walkie. Roger. Quelqu'un qui veut... Ouais. Cadeau. Bon, voilà, c'était ma maman. Elle vous embrasse. Donc voilà, pour le design d'application, je pense que c'est quelque chose qu'on peut appréhender facilement maintenant. Encore une fois, je ne suis pas rentré dans les détails des outils, de comment faire, parce qu'il y a plein de sites que j'ai cités tout à l'heure sur lesquels vous pourrez facilement apprendre et voir comment ça se passe. Voilà, il y a déjà 1 milliard de choses qui existent. Donc ça, c'est un peu... donc là, je cite Oncle Ben. Repose en paix. Voilà. Donc là, ce que je viens de dire, c'est qu'en gros, on pouvait tout faire. Donc après, il y a le fameux adage « tout faire, c'est rien faire ». Là, on peut faire plein d'adages comme ça qui se suivent et tout, c'est cool. Par contre, il ne faut pas partir dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il faut avancer étape par étape. C'est-à-dire choisir vraiment un domaine. Et après, voilà, monter en compétence. Pas essayer de partir dans tous les sens, arriver et dire oui, bonjour, je fais du mobile, je fais de l'app, mais c'est ma première, et puis le mobile, c'est mon petit cousin qui va le faire parce qu'il a Photoshop. Enfin voilà, faut éviter quand même de partir dans tous les sens, parce que ça ne fait pas forcément de bien au marché global, et puis ça ne va pas faire de bien pour vous, parce que vous allez vous faire cramer sur tous les niveaux. Donc c'est bien d'être éclectique. Mais voilà, de pas partir à vendre à tout prix et à n'importe quoi et à s'autoproclamer tel ou tel métier. Voilà, faut y aller tranquillement. Là, c'est plus des opportunités que des obligations à faire. Et voilà, donc rien ne sert d'improviser. C'est grosso modo ce que je viens de dire, c'est que vaut mieux d'abord faire un métier, après le faire reconnaître par un marché en le vendant ou en se faisant embaucher, enfin en y travaillant en tout cas, plutôt que vouloir y aller à tout prix et pareil se cramer par rapport à on n'était pas assez compétent, donc on a pris trop de temps pour le faire, donc le livrable est en retard et donc on se fait cramer, ou c'est pas aussi punchy et créatif ce qu'on aurait pu faire, et ainsi de suite. Après, l'idée aussi, c'est de faire des équipes. C'est-à-dire que si vous êtes un cadre en web design et puis que vous avez quelqu'un qui est un cadre en ergonomie de mobile design, qui fait aussi du design, vous pouvez vous travailler ensemble pour justement travailler sur des interfaces qui vont de pair et tout. Donc honnêtement, il y a 5 ans, un truc comme ça, 5-6 ans, quand on faisait du HTML, on passait vraiment pour des cons. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'on était vraiment des blaireaux. Aujourd'hui, on fait du Flash, on se fait caillasser dans la rue, se pisser dans la boîte aux lettres et tout. C'est assez incroyable. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, enfin voilà, moi, je suis pour l'évolution des choses, donc tant mieux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on vient nous chercher au studio parce qu'on sait faire du HTML. Des grosses boîtes qui faisaient du Flash, qui étaient super bons au Flash, qui faisaient des trucs de fou en Flash, ils viennent nous voir parce qu'ils ne savent pas aligner deux textes, quoi. Vraiment, il n'y a aucune compétence en interne. Donc ça, ils sont en train de staffer, donc c'est pour ça qu'il faut y aller vite. Mais c'est vrai qu'il y a un trou. C'est-à-dire que toute l'industrialisation, toutes les compétences qu'ils avaient, toutes les grosses agences qui savaient dire ben voilà, en 50 jours on peut faire telle chose en Flash, sont complètement démunies face au HTML. Et donc aujourd'hui, il y a un nouveau métier, enfin, qui n'est peut-être pas forcément très nouveau pour vous, mais qui est nouveau dans la sphère globale, c'est le métier d'intégrateur web, qui ne veut pas forcément dire grand-chose d'ailleurs, parce qu'il y a intégrateur, c'est aussi un intégrateur de solutions dans une grosse SS2I qui va intégrer une solution tierce, par exemple. L'intégrateur web, c'est le front-end développeur, comme on dit aux États-Unis. Donc, si vous, dans votre CV, ne mettez pas intégrateur, hein, je vous conseille, parce que ça ne veut rien dire. Tout comme ne mettez pas flasher, d'ailleurs, parce que flasher, je crois que c'est les imprimeurs. Donc, je suis passé pour un con plusieurs fois à cause de ça. Mais comme personne ne fait de flash. Et
Donc le métier d'intégrateur, en fait, c'est vraiment c'est le côté hybride entre un développeur et un designer et qui va s'occuper en fait donc du front-end, c'est-à-dire du HTML et du CSS. Avant, on avait soit des designers qui faisaient du HTML et du CSS, soit on avait des développeurs qui faisaient à contre-cœur du HTML et du CSS, et il y avait personne au milieu en fait, c'est-à-dire qu'il fallait forcément que voilà, ces gens-là se dédoublent. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment des métiers différents, surtout avec le JS, le HTML5, le CSS3, qui évolue sans cesse et qui nous apporte à chaque fois des compétences à acquérir. On ne peut pas monter en compétences sur des compétences back-end, sur Symfony 2 qui vient de sortir son nouveau truc, et en même temps sur les transitions Rotate supportées par IE10. Voilà. C'est devenu des métiers différents. Et après, le design aussi, c'est important de savoir intégrer, mais c'est aussi cool de faire que du design, de ne pas forcément toucher au HTML. Faire tout, c'est mieux. Ça, c'est le top, en fait. Savoir tout faire, c'est génial. Mais voilà, là, métier intégrateur, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas super accadeur en design, et pas forcément un gros fan de base de données, mais que vous êtes à fond sur le HTML et vous êtes soucieux du pixel parce que vous avez conscience de ce qu'est une interface web et de la qualité du rendu qu'il faut avoir, le métier d'intégrateur, c'est un vrai métier qui est recherché de plus en plus, où nous, par exemple, on en a deux personnes à plein temps qui font ça et qui s'amusent, j'espère. Bon, après, hein, c'est du boulot, hein, c'est mieux que travailler à la mine, comme on dit. Mais non, voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et surtout on viendra vous chercher. On viendra vous chercher parce que même si un gros annonceur a des compétences potentiellement de design en interne, c'est très probable qu'il n'ait pas de compétences HTML en interne. Et nous, par exemple, quand on fait une intégration, on intègre généralement les PSD que nous produisons dans la partie graphique. Et il n'y a rien de plus insupportable quand vous faites un PSD et que vous venez passer 3 mois avec un client qui vous a dit « Oui, en fait, je voudrais placer le bouton de 5 pixels sur la gauche. Oui, en fait, on peut décaler un peu le bleu. Oui, en fait, comme ça, vous avez des piles de mails. Gmail, vous savez, ça cape à 100 aller-retour, là. Et là, vous passez à la 1 après les 100, et puis voilà, vous en avez comme ça, vous en empilez. Et après, donc, ils font super, envoyer les PSD, on les fait découper. Et là, sur le site final, voilà, il n'y a rien qui... Il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout qui se casse la gueule, tout est dégueu, la moitié des dégradés ne sont pas pris en compte, vous avez passé la petite ombre portée qui faisait tout votre truc et elle n'est pas en place. Et là, vous arrivez, fait ouais, j'ai fait site, on vous dit, bah, c'est moche, fait bah ouais. Cool. Donc voilà, donc c'est... alors moi, après, c'est ce que je dis aux clients, et assez sincèrement, sans faire de le marchand de tapis, c'est que c'est quand même dommage d'investir une certaine somme d'argent sur du design pour qu'au final, la continuité ne soit pas faite en CSS. Il y a des courants qui veulent croire que plus tard, on pourra designer directement en CSS. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, ou que des outils permettraient en fait de directement, parce qu'en fait avec le CSS3, comme en fait il se présage, pourra permettre de faire finalement un Photoshop. Techniquement, on pourra balancer ça. Après, il y a des problèmes de perf, ainsi de suite, de compatibilité et tout. Donc c'est important, voilà, de garder ce souci du pixel en tant qu'intégrateur, ce souci donc de connaître les navigateurs. Donc c'est un vrai métier. Et c'est surtout un métier qui est sexy. Je ne sais pas si vous pourrez choper en boîte avec ça, mais avoir un job sympa ou voilà, qui vous plaît peut-être. Et après, donc ça c'est plutôt pour le multiclassage, donc référence à Donjons et Dragons, hein, c'est pour ceux qui ne l'auraient pas suivi. Si vous faites en fait du web design et que vous êtes aussi intégrateur, ce qui existe assez souvent d'ailleurs, c'est là où vous pourrez en fait anticiper un peu aussi la partie 4D, c'est-à-dire parce que vous savez utiliser le CSS3, vous savez utiliser le JavaScript, et là vous pourrez vous dire, ok, là on va penser cette expérience-là avec tel type d'animation, parce que je sais la faire et je sais comment ça marche, ou même si je ne sais pas la réaliser, je sais à peu près comment l'orienter et trouver quelqu'un pour la faire. Et là vous êtes capable en fait de mener réellement un projet graphique de front comme il est attendu par le marché.
The end. Moi, je pense aujourd'hui, voilà, que si on veut percer, se faire remarquer, en tout cas, déjà, il faut toujours se remettre en question. Mais en fait, on peut plus se permettre de maîtriser qu'un seul axe. Si tu veux, en fait, depuis le début, on s'est spécialisé sur le web design. Et aujourd'hui, je le dis toujours, c'est un vieux réflexe, et je dis, ouais, on fait que du web design. Mais on fait que du web design, dont du mobile, dont du Windows 8, dont de l'iPad, dont du HTML, dont du JavaScript, dont du HTML5. Donc au final, c'est plus que du web design. Donc voilà, c'est venu naturellement. Mais on a été obligé, parce que c'est ce métier qui évolue, de monter sur ces différentes compétences. Il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne fait pas de vidéo, on ne fait pas de marketing. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas. C'est pour ça que je parle d'un studio plutôt qu'une agence, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Mais maintenant, on ne fait pas que du web design. On fait aussi pas mal de choses que j'ai citées ici. Même en motion, en fait... c'est important. Voilà, on avait sorti une BD interactive. Donc voilà, on avait dû penser l'animation avant de rentrer dans le code, mais sachant qu'on était capable de le faire en ce code-là, quoi. Donc ça, c'est une phrase qui est plutôt sympa, hein, qui est plutôt bien tournée, qui ne veut pas dire grand-chose, on est d'accord. Et un peu comme ma phrase du dessus, on va pas trop en faire quand même. C'est que, voilà, là, je voulais juste présenter vraiment un spectre de ce que peut être à l'heure actuelle votre métier, si vous avez déjà commencé à muter, ou ce qui peut être si vous êtes... Ouais, pas de souci, j'arrive. J'espère que c'est pas un pompier. Parce que... Ah merde, je me suis fait griller. C'était sa femme. Donc voilà, attention à pas trop en faire. Juste allez-y, mais faut y aller, ça c'est sûr. Aujourd'hui, si vous faites que du web design, vous serez moins sexy que des gens qui ont plusieurs cordes à leur arc. Même si tout à l'heure j'ai parlé de 4 cordes, c'était plutôt pour les 5 cordes d'une guitare, sauf que ça en a 6 une guitare. Ou une 5. Ça dépend. Mi, la, ré, sol, si, mi. Ouais. Bref. Finalement, ça fait 42 minutes que je parle. Est-ce que vous avez des questions? Merci d'avoir posé une question. Merci. Merci. Bonjour. Je me posais une question par rapport au fait de maîtriser les différents domaines des métiers du digital, connaître les contraintes de ce qu'on sait maîtriser, et donc les métiers annexes. Si par exemple on fait du web et on connaît les contraintes de l'app design ou de l'UI, d'accord, mais par contre tout maîtriser, ça me paraît être un peu une utopie. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt tendre vers une équipe de spécialistes? Est-ce que c'est pas plus efficace au final dans les projets que ça produit, plutôt qu'une personne qui maîtriserait entre guillemets tout, mais qui ferait un peu tout moyennement? Ouais, clairement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce que j'ai essayé de laisser transparaître à des moments, mais c'est vrai que j'ai un peu insisté sur le côté ubiquité, quoi. Non, mais effectivement, nous, par exemple, au studio, on est 6 et chacun va avoir aussi une spécialité et va avoir en fait vraiment une expertise propre, mais par contre, chacun est capable d'un peu tout faire pour pouvoir justement assister sur un projet ou pour monter sur un projet en se faisant aider par l'expert attitré. Mais voilà, après, je parlais aussi par exemple en tant que freelance, même si c'est une utopie. C'est pas forcément une utopie en plus. Honnêtement, c'est vraiment pas impossible de tout maîtriser parce que tout se recroise en fait. Et donc, tu vois, designer une application iPad, il y a une partie ergonomie qui est importante. Ça vaut mieux se faire aider si on n'est pas chaud. Mais la designer en tant que telle, si tu es un bon web designer, aujourd'hui, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à bien la designer.
Mais après, effectivement, l'union fait la force. Même en tant que freelance, on peut aussi arriver à s'entourer d'autres freelances. Ouais. Il y a maîtriser en fait. Ouais, mais je vois ce que... Ouais. Mais en tout cas, il vaut mieux être très bon dans un domaine que moyen partout. Ça, c'est clair et net. Ce qui est intéressant à voir également, c'est que dans le web design, on voit des sous-métiers apparaître, même à l'intérieur du web design en tant que tel. On voit des designers d'icônes notamment, des designers notamment de tout ce qui est web fonts, avec des fonts adaptés pour le web design et donc qui ne sont pas des typographes comme on les connaît généralement, mais des nouveaux métiers. Est-ce qu'il y a également dans le web design aussi des montées en compétences à l'intérieur même du web design ? Ben, en fait, ouais, ce que tu évoques, en fait, par contre, le niveau des fontes, c'est vraiment marginal. C'est-à-dire que, enfin, c'est quasiment dans aucun projet, on va demander la création d'une fonte particulière, sauf on va aller chercher un typographe et ça va être par exemple la BNP qui veut sa fonte. Donc c'est assez marginal, quoi. Je veux dire, je pense à ce niveau-là, enfin, en tout cas, ça. C'est vraiment une spécificité plus qu'une valeur ajoutée à mon goût, même si c'est un métier passionnant et la typo fait un design. Le choix de la typo fait le design. Après, je pense que c'est plus en termes d'ergonomie où il va y avoir en fait des niches, parce qu'on va pas faire l'ergonomie d'un Basecamp de la même façon que l'ergonomie de la Redoute. Le e-commerce en fait a de très grosses en fait attentes au niveau ergonomie. Les outils, les applications, ça va être de l'usage, mais vraiment d'un outil. Donc là, c'est plus à ce niveau-là. Après, non, je pense pas que dans le web design, il y ait vraiment... Enfin, quand on parle vraiment d'une page web, il y a vraiment des sous-métiers. Je pense qu'il y a des styles, il y a des courants, il y a des goûts. Je pense pas. Je sais pas, en fait. Je crois pas. Vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité de faire des apps pour le mobile ou des web mobiles. Il y a une technologie qui est en train d'arriver qui s'appelle le responsive design. Oui. Selon vous, parce qu'il y a un coût qui devient de plus en plus important hein, avec l'apparition de plusieurs operating systems sur mobile notamment. Donc il y a un coût de création et de maintenance qui devient important. Est-il raisonnable maintenant de penser qu'on peut, avec du responsive design, garder uniquement un site web mobile et ne pas faire d'application tout en gardant un design et une ergonomie sympa et sexy pour l'utilisateur? Alors c'est marrant parce que je crois que je voulais en parler aussi et j'ai eu cette conversation hier avec un client justement à l'initialisation du projet. En fait, nous pour faire du responsive design, donc tout le monde voit ce que c'est responsive, c'est en fait avec les media query, en fait on adapte la taille et l'interface du site par rapport à la taille de l'écran. Donc on peut partir d'un site par exemple qui fait 1400, qui va avoir une version 1200, 1000, une version même en dessous pour tout ce qui est tablette, Android et compagnie, je crois. Et après on arrive sur le mobile. C'est assez compliqué à mettre en œuvre from scratch en fait. Il y a le Bootstrap de Twitter qui est très bien pour ça, qui permet en fait du theming du Bootstrap, qui en fait c'est Twitter qui a mis ça en place, et ça, toute la mécanique, tout le dynamisme est déjà en place. Vous avez juste à rentrer dans les bonnes cases. Moi personnellement, je trouve que ça bride vachement la créativité sur un site. Ce qu'on disait avec le client, en fait, lui, il voulait un très joli slider sur la home. Il voulait un super truc sur la home, donc on a commencé à réfléchir, le fameux truc 4D, et ainsi de suite là. Mais à la fois, il voulait la version mobile. Sauf que le slider sur le mobile, on ne l'aura pas. Donc ça veut dire que le message qu'on véhicule dans la home, sur le slider, on va devoir l'avoir sur mobile d'une façon différente. Et donc si on commence à faire des spécificités sur une même page pour des versions différentes, autant faire des pages différentes. Le responsive, c'est entre mobile et web, ça peut être très bien. Ça peut être très bien. Je pense que c'est encore un peu une usine à gaz entre ces deux formats-là. Après, il y a par exemple, Vente Privée fait du responsive depuis super longtemps. On s'en rend pas compte, mais leur site en fait fait 1000 pixels. Et si vous l'agrandissez, il va monter jusqu'à 1200 pixels de large. Et puis après, il va s'arrêter en fait. Donc il va se resizer. Donc c'est pas vraiment responsive, c'était plutôt le site qui est fait en 100%, mais qui s'arrête à une taille définie.
Donc ça, on l'a toujours parce que voilà, les écrans sont de plus en plus grands, les résolutions sont de plus en plus grandes, et donc on veut éviter d'avoir... il y a des bandes blanches sur les côtés. Voilà, personne s'est plein de bandes blanches, j'espère. Mais voilà, donc... ouais, le responsive, c'est bien, c'est compliqué à designer, mais ce qu'il faut penser en grid design, ce qui rajoute encore une couche de connaissances et une couche de contraintes. Mais effectivement, en tout cas, ça peut être intéressant. Mais après que les apps mobiles, par exemple, ne pas avoir d'application native, mais par exemple, là, si on n'avait pas le Wi-Fi, on n'a pas la 3G, on n'a pas de web mobile. Par exemple, mais si on a une appli native, on a l'appli native. Parce qu'en fait, le offline n'existe pas sur le web. Ce qui est un peu logique. Mais finalement, donc c'est l'un des gros avantages de l'appli native, c'est qu'on peut avoir les contenus offline. À mon sens. Ça n'engage que moi. Et ma maman. Oui. Dernière question. C'est bon ? Ah oui, il y avait juste le monsieur devant. Bonjour. Donc moi je suis de l'autre côté. Je cherche un web designer. J'ai aucune connaissance, mais je venais juste pour savoir comment choisir un bon web designer. Oui. Donc, oui, vous avez l'air très très beau. Donc concrètement, lorsqu'on est de l'autre côté et qu'on j'ai compris tout ce que vous avez dit, c'était assez vulgarisé pour moi. Et donc, simplement, aujourd'hui, lorsqu'on choisit un web designer, on va avoir besoin de quelles compétences? Est-ce que pour vous, il va falloir que nous, on apprenne un petit peu le web design pour le sélectionner, ou alors il va falloir... comment on le choisit? C'est-à-dire, comment on peut savoir si un web designer en face de nous, c'est un charlatan ou un bon, comme vous, évidemment? Alors moi, c'est pas moi, c'est mon équipe qui est talentueuse. Mais non, après, c'est compliqué. C'est toujours compliqué en fait. Je pense que c'est plus facile de trouver un bon designer qu'un bon dev. Parce qu'un bon dev, on s'en aperçoit au bout de 2 mois qu'il est mauvais. C'est un peu chiant. Le web designer, au bout de 2 jours, c'est mort. Il faut surtout pas, et là je vous le demande au nom de tous les web designers du monde entier, demander des pages gratuites d'essai. Parce que c'est insupportable. Parce que personne bosse gratos. Quand vous achetez une bagnole, vous n'allez pas l'avoir pendant 3 ans gratos pour voir si elle vous plaît. Donc pour ça, il y a des forfaits. C'est-à-dire que moi je dis, ben voilà, on bosse une journée et demie sur la page d'accueil. On voit ce que ça donne. Si ça plaît, ça plaît pas. Si ça plaît pas, on rentre. Voilà. Mais ça, il faut éviter vraiment ce phénomène-là. Surtout, par exemple, de pitcher 9 personnes, récupérer 9 créas et puis dire finalement prendre le moins cher qui est capable de reprendre les idées des 9 autres. Ce qui se fait un peu trop à mon goût. Nous, par exemple, on ne fait plus du tout d'appel d'offres gratuits. Mais globalement, pour choisir... Alors déjà, je fais un atelier, je crois, tout à l'heure, où je voulais faire ça. C'est-à-dire challenger... web designer, que valez-vous sur le marché, voilà. Donc ça pourrait peut-être permettre... et justement, là, c'était plutôt pour les web designers, donc si ça vous intéresse, qu'on parle un peu de votre portfolio et de ce que vous mettez en avant pour voir si... qu'on fasse un peu la recherche de nouvelles stars et tout, ça peut être marrant. Mais non, globalement, il faut bien sûr que la personne ait des références. Il faut que dans la conversation, elle réponde à des problématiques plutôt qu'elle en expose. C'est-à-dire que vous, si vous voulez parler de tout ça et si elle répond à côté ou quoi que ce soit, c'est un peu compliqué. Ne prenez pas quelqu'un, prenez un web designer. Ne prenez pas un graphiste talentueux. Par exemple, il y a des gens qui font des super créas, mais qui ne sont pas capables de vous aligner aux 3 boutons correctement avec un sens. Donc ça, déjà, c'est un facteur important. C'est pas parce que la personne est capable de faire des tableaux magnifiques ou des fresques ou quoi que ce soit qu'elle peut faire un bon web design. Après, vous pouvez très bien aussi prendre un ergonome qui peut vous faire une reco et ensuite un graphiste. Mais après, je ne sais pas s'il y a vraiment de règles. Il faut bien sûr le background, c'est-à-dire l'expérience de la personne. Mais bon, à un moment, il faut bien commencer. Le tarif aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être trop élevé ou trop peu cher. Je veux dire, si vous avez un web design à 500 €, vous aurez un web design à 500 €. Quoi. C'est comme ça. Et je ne sais pas trop comment... Après, il y a les phases de test. Gardez peut-être une petite partie du budget pour demander que les gens bossent une journée sur votre proposition s'il y a vraiment un enjeu majeur.
Après, il y a la recommandation. De quoi? Ah, je conclus. Enfin, voilà, après, il y a la recommandation aussi. Si, par exemple, c'est quelqu'un qui a bossé avec quelqu'un que vous connaissez, qui a déjà fait un travail que vous estimez, c'est toujours mieux, quoi. Après, j'ai pas de règles super fortes là-dessus. Désolé pour la question. C'est pas, on pourra la poser après. Donc, merci. Je sais pas si c'était intéressant, mais voilà. En tout cas,